Bonjour, alors non, The War Between the Land and the Sea n'est malheureusement pas encore sorti sur Disney+. C'est pour ça que je fais cette intro qui n'est pas dans la vidéo de base. Si vous avez suivi la chaîne ces derniers mois, vous savez que j'avais prévu 2 vidéos pour la sortie de The War Between the Land and the Sea en France, sur qui sont les Sea Devils et les Siluriens, et le bilan de The War Between the Land and the Sea. Au final, après avoir reporté les 2 vidéos plusieurs fois, je les avais mis en stand-by et j'attendais que la série sorte. Sauf qu'en fait, j'ai plusieurs problèmes avec ça. Déjà le fait que la série ne sort jamais. Je commence à croire que vraiment Disney+ l'a soit oublié, soit l'a annulé. Le fait que les 2 vidéos commencent à être plutôt datées. Je veux dire, ma qualité de vidéo n'a pas énormément changé depuis, mais quand même ça se voit, je trouve. Et donc plus j'attends, plus ça va être pire. Et puis tout simplement le fait que, bon bah à un moment, faut passer à autre chose. Donc vu que là, c'est bientôt les vacances, donc il y aura moins de vidéos. En fait, normalement, il y aura qu'un seul mois où il n'y aura pas de vidéo, ça sera août. Parce qu'en fait, là où j'habite en été, je peux pas tourner, il fait beaucoup trop chaud. Donc normalement, avec l'avance que j'ai et tout ça, voilà, il y aura que août où il y aura pas de vidéo. Mais du coup, je me suis dit que j'allais pas emporter ces 2 vidéos qui sont déjà datées de quelques mois pour la rentrée et que j'allais les balancer avant les vacances. Parce qu'en plus, je les trouve plutôt réussis, surtout qui sont les Sea Devils et les Siluriens, qui est plutôt long, bien détaillé et tout. C'est vraiment une de mes préférées de ma chaîne. Donc je n'ai plus qu'une chose à dire, bonne vidéo. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Enfin, le nouveau spin-off est sorti en dehors du Royaume-Uni. The War Between the Land and the Sea est maintenant disponible sur Disney+. Ce fut quand même un sacré bordel toute cette histoire, parce que du coup mes reviews des épisodes de The War Between the Land and the Sea sont sortis en décembre quand c'est sorti au Royaume-Uni, puis j'ai sorti ma vidéo qui sont les Sea Devils et les Siluriens il y a quelques jours juste avant que ça sorte enfin en France, et du coup maintenant c'est l'heure du bilan. Donc normalement cette vidéo sera pas très longue puisque c'est seulement 5 épisodes, donc j'ai déjà l'impression d'avoir un peu tout dit dans mes reviews. Cette vidéo sera seulement un condensé et un résumé des reviews en un peu plus approfondi quand même, puisque voilà, ça a eu le temps de mûrir dans mon esprit. Par contre du coup on va spoil complètement les 5 épisodes, tout le spin-off, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir avant, ce serait vraiment dommage de se faire spoil, c'est vraiment exceptionnel. Allez, commençons comme d'habitude avec le plus chiant, c'est-à-dire les éléments techniques. J'ai beaucoup aimé le générique, alors c'est très différent de celui de Doctor Who, beaucoup plus court, beaucoup plus concis, beaucoup plus simple, mais ça marche super bien avec la série je trouve. La musique du générique est géniale, ça monte petit à petit jusqu'à voir les vagues et tout, c'est génial. Et en parlant de musique, la musique de tout le spin-off est exceptionnel. C'est Lorne Baffle qui fait la musique, donc ce n'est pas le compositeur de Doctor Who actuel Murray Gold, même si actuel, bon, on sait pas trop qui est le compositeur actuellement en vrai. Donc Lorne Baffle a composé notamment pour Mission Impossible, et j'ai pas vu les Missions Impossibles, donc c'est la première fois que j'entendais sa musique, et c'est vraiment bien. Comme je l'ai dit dans mes reviews, ça m'a probablement même plus marqué que les musiques de Murray Gold pour les dernières saisons, mis à part certaines comme le thème du 15e Docteur. La série est aussi très différente de Doctor Who parce qu'elle n'hésite pas à tuer les personnages, même les personnages de Doctor Who. Elle est globalement plus sombre et moins familiale que Doctor Who, ce qui la rapproche de Torchwood en ce sens. Torchwood qui a été un ancien spin-off de Doctor Who dans les années 2000, et ce spin-off en est clairement inspiré surtout de la saison 3 de Torchwood, que je n'ai personnellement pas encore vu. En fait j'ai commencé Torchwood peu de temps après avoir vu The War Between the Land and the Sea. J'ai vu les 2 premières saisons et pour l'instant je me suis arrêté là, j'ai fait une petite pause, donc je n'ai pas encore vu la saison 3, mais je sais que voilà, il y a beaucoup de choses en commun, notamment il me semble c'est tourné dans le même bâtiment, pour le bâtiment principal de la négociation. Au niveau des personnages on en a pas mal quand même, évidemment Barclay, le personnage principal, j'aime beaucoup qu'il soit là complètement par erreur. C'est pas du tout un soldat surentraîné de Unit, c'est celui qui book les taxis pour Unit, mais à cause d'une erreur de logistique il se retrouve dans cette affaire et on devient du coup le témoin civil humain de tout ce qui se passe, et même plus tard il deviendra directement le négociateur de l'humanité. Et il a été choisi directement par les Sea Devils parce que il a fait preuve de respect envers le cadavre. Il représente donc dans cette série le meilleur de l'humanité. Et aussi j'aime beaucoup le fait qu'il ait vu le docteur. Alors c'était une fois et c'était dans la tour de Unit, donc voilà, il y avait des raisons pour que le docteur soit là, mais j'aime le moment où il en parle à sa collègue, parce que même si à ce moment-là elle aime pas trop Barclay, là elle est super intéressée par ce qu'il dit, ça montre vraiment la légende qu'est le docteur au sein de Unit. Ils espèrent tous un peu le voir un jour, et Barclay lui depuis qu'il a vu, il pense tous les jours selon lui. Ensuite on a Kate Stewart, du coup la chef de Unit, qu'on connaît bien maintenant, ça fait plusieurs années, on va dire ça fait plus de 10 ans en fait qu'elle est dans Doctor Who, et j'aime trop ce personnage, j'aime trop Kate, de par ses qualités et ses défauts aussi, c'est pas du tout un personnage parfait, et du coup juste à son arrivée dans la série j'étais trop content. Toute sa relation avec le colonel Ibrahim aussi est super touchante, parce que ça fait un moment que dans la série principale on s'en doutait, mais là
c'est officiel, ils sont ensemble, même si ils l'ont pas dit à Unit, hein, c'est encore secret, même si tout le monde a Unit sans doute, et du coup le fait qu'elle perde Ibrahim dans cette série, c'était terrible, parce qu'on était attaché à Ibrahim quand même, il était assez présent dans les dernières saisons, et surtout de voir Kate dans cet état, alors qu'elle était déjà en full burn-out à ce moment-là, c'est horrible. J'aime beaucoup aussi comment Kate gère la situation de Barclay au début, où à la seconde où les Sea Devils dessinent Barclay comme l'ambassadeur de la Terre, elle kidnappe la famille de Barclay, veut tout savoir sur sa vie, et tout ça le temps qu'elle arrive à Barclay, donc en quelques minutes à peine. Je trouve que ce côté vraiment too much montre à quel point Unit peut être dangereux du coup, parce qu'il n'y a aucune vie privée pour eux, et il dépasse clairement les limites à plusieurs reprises, mais en même temps ça montre à quel point elle veut rien laisser passer, parce qu'elle sait à quel point c'est important ce qui se passe là. Et puis Kate, c'est un peu le personnage le plus proche du docteur dans cette série. En l'absence du docteur, c'est elle qui le représente le plus. Du coup, c'est génial de voir qu'elle doute de l'humanité elle aussi, en voyant que les élites sont corrompues et qu'en fait, elle ne peut rien faire face à eux, tout comme le docteur dans les histoires concernant les Sea Devils et les Silurians. Et puis, je trouve que le côté burn-out de Kate et le fait qu'on se dise de plus en plus que peut-être elle devrait laisser sa place et vraiment prendre des vacances et prendre sa retraite, je trouve que dans cette série, c'est vraiment la goutte de trop, mais c'est amplifié par le fait qu'en fait, on l'a vu beaucoup trop. Parce qu'il faut bien se rappeler que quand Chris Chibnall devient le showrunner de la série pour la saison 11, Kate n'était déjà plus apparue dans la série depuis une ou deux saisons. Au moins une, ça c'est sûr, deux peut-être. Et Chris Chibnall, vers le début de son ère, nous apprend que Unit n'existe plus. Donc on ne voit pas Kate pendant un long moment encore une fois. Elle revient finalement durant la dernière saison de Jodie Whittaker et de Chris Chibnall, révélant que Unit existait toujours mais était secret. Et donc depuis cette saison 13 qui s'appelle Flux, Kate Stewart est apparue dans toutes les vagues d'épisodes. Alors je dis pas saison parce que c'est pas vraiment des saisons, mais en fait après Flux, on a eu les 3 épisodes spéciaux du départ de Jodie Whittaker, où Kate Stewart est apparue dans le dernier The Power of the Doctor, puis on a eu les 60 ans où Kate Stewart est réapparue dans The Giggle, puis la saison 1 où elle est apparue dans le final, puis la saison 2 où elle est réapparue dans le final. Donc oui, là ça fait un moment qu'en fait elle est là tout le temps. Donc ça, plus le fait que là elle était en full burn-out, plus le fait qu'on apprend dans cette série qu'elle a une fille, selon moi, il faudrait que Kate prenne sa retraite comme le brigadier l'avait fait, c'est-à-dire qu'elle laisse la place à quelqu'un, probablement sa fille, puisque visiblement Unit ça fonctionne comme la royauté, et elle reste quand même en consultante à Unit comme le brigadier l'avait fait. Je pense que c'est ce qui va se faire et je pense que c'est ce qu'il y aurait de mieux. Sinon, super intéressant de voir que le général Austin Pierce était déjà là dans Torchwood Children of Earth, du coup, justement. C'est le même personnage qui revient, donc ça c'est génial d'un point de vue world building et tout. Et puis aussi génial de revoir Shirley, qu'on a aussi beaucoup vu ces dernières saisons, mais là on la voit un peu plus, on la voit vraiment s'inquiéter pour Kate et tout. Elle est pas juste là en figurante de Unit, donc ça j'ai beaucoup aimé. Et enfin, pour parler des personnages, parlons des 2 Sea Devils principaux, donc Salt tout d'abord. En revisionnant la série, j'ai remarqué à quel point elle était pas du tout à l'aise lors du premier meeting. Quand elle sort de l'eau, elle se tient bizarrement. On dirait soit qu'elle essaye de se faire plus grande qu'elle ne l'est, peut-être pour impressionner les humains, soit qu'elle est juste pas à l'aise d'être hors de l'eau. Et ça c'est même sûr, hein, elle explique qu'ils peuvent vivre hors de l'eau, mais que c'est pas du tout leur milieu naturel et qu'ils sont pas à l'aise dedans. Et surtout quand Barclay arrivera plus tard chez eux pour le meeting qui se passera sous l'eau, il sera impressionné par du coup cet autre monde, cette autre civilisation, et dira ah c'est comme ça que toi tu l'as ressenti quand t'es arrivé chez nous. Et donc là c'est pour ça qu'elle est pas du tout à l'aise quoi. Mais malgré le fait qu'elle soit pas du tout à l'aise, elle se laisse pas du tout faire. À ce moment-là, elle est vraiment vue comme une générale de guerre, ce qui fait que plus tard, quand elle est bannie et qu'elle se retrouve avec Barclay à se cacher, c'est trop bizarre parce qu'elle change complètement. Elle devient comme une enfant qui découvre le monde, elle s'amuse vraiment à ce moment-là, elle se dit qu'elle va pouvoir vivre sur Terre comme la sorcière des cascades. C'est vraiment génial de la voir comme ça, je trouve. Et ça prouve encore plus que au moment des meetings, elle se faisait passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas vraiment, pour pouvoir impressionner les humains. Alors que de l'autre côté, le deuxième, Tide, peut-être que aussi il se fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas, mais ça, on n'aura jamais la confirmation. Lui, juste pour nous, il paraît beaucoup plus violent et moins ouvert à la discussion que Salt. C'est-à-dire que la première fois qu'il arrive, directement il est en mode vous êtes trop con, vous venez chez nous pour négocier et vous amenez une bombe qui vous tue. Du coup, à partir de ce moment-là, il dit clairement que les négociations c'est fini et que l'humanité va devoir se plier aux règles des Sea Devils. Mais pourtant, l'épisode d'après, quand il y a un nouveau problème, les humains rappellent les Sea Devils et Tide revient quand même. Il est toujours pas plus ouvert à la discussion, mais il revient quand même pour parler. Donc voilà, ça c'était pour les personnages. J'aimerais parler maintenant de moments de fou. Il y a vraiment des scènes de cette série que je pense j'oublierai jamais. Comme par exemple une des toutes premières scènes, quand Unit prend contact avec les Sea Devils pour la première fois. Du coup, ils sont en train de traduire au moment même où ils se parlent pour essayer de comprendre ce qu'ils disent. Et le moment où ils se rendent compte qu'en fait, les Sea Devils parlent à tout le monde en même temps, c'est génial parce qu'en fait, ils se rendent compte que leur traduction n'est pas exacte. Donc ils la modifient, ils essayent de comprendre ce qui se passe. Et le reveal est fou, je trouve. Évidemment, le moment où Barclay est choisi par Salt pour représenter l'humanité, incroyable. Le moment où Salt demande un verre de la Tamise et que Unit envoie un commando pour aller le chercher. J'adore ce moment, ça représente vraiment à quel point Unit est too much. Évidemment, la plastique apocalypse. En fait, toutes les fins d'épisode concrètement. Là, au revisionnage, ça m'a encore plus marqué. Chaque fin d'épisode est folle. Sinon, je pense que je me remettrai jamais de la descente du sous-marin. Ce moment de tension extrême où la série prend bien son temps. Hein. C'est pas juste une ellipse, non, on les voit vraiment longtemps et parlent chacun leur tour des trucs qu'ils auraient aimé faire et de surtout la peur qu'ils ont de peut-être on va mourir là.
là. Et enfin, 3 dernières scènes du dernier épisode. La rébellion de Unit pour envoyer le mot Accord au Sea Devil. Au moment où ils se disent bon ben on trahit l'humanité, mais c'est pour le bien. Le discours de fin de Salt où elle exprime à quel point elle est terrifiée de l'humanité. Et évidemment toute la fin avec la musique Heroes de David Bowie, même si c'est pas chanté par David Bowie, c'est une cover. C'est génial, déjà la chanson est incroyable. Les images qui sont par-dessus sont incroyables. Ce que ça représente pour l'espoir et tout ça, incroyable. C'est en fait la good ending qu'on a malheureusement pas eu à cause du virus, mais que au moins Barclay et Salt pourront avoir. Et en plus le fait que le général Austin Pierce a mentionné Heroes de David Bowie avant de descendre dans le sous-marin, ça rajoute encore plus à cette scène. Le fait que Kate a elle aussi au moins ce moment de joie après tout ce qui s'est passé. Non, vraiment ce final est exceptionnel. Parlons maintenant vite fait un peu des Sea Devils. En fait ça fait un peu suite à ma vidéo qui sont les Sea Devils et les Siluriens. Cette partie là c'est un peu la suite. Déjà on voit une nouvelle espèce de Sea Devil. En fait c'est même encore plus que ça. Et on n'a pas vraiment toutes les réponses. Moi de ce que je comprends, au moins Salt et Tide et les guerriers qui les accompagnent sont des cousins des Siluriens et des autres Sea Devils. Ils sont juste différents parce que, comme on l'a vu déjà beaucoup, il y a énormément d'espèces différentes chez ces peuples. Après pour ce qui est de ce qu'ils appellent les gros poissons, je sais pas vraiment si c'est une espèce qui est liée aux Siluriens et aux Sea Devils ou si c'est juste une autre espèce marine qui vit avec eux. Mais du coup très cool de voir les anciens Sea Devils au moment de l'assemblée sous l'eau. Il y en a pas beaucoup et on les voit vite fait parce que après ça explose, mais c'est très cool. J'aime beaucoup le fait que c'est eux qui mènent toutes les négociations. C'est eux qui décident tout et c'est eux vraiment qui contrôlent l'humanité à ce moment-là, jusqu'à la fin en fait. Le fait aussi que Barclay regarde à un moment des fichiers confidentiels de Unit qui montrent d'immenses structures avec écrit en haut Homo Reptilia, donc c'est les Siluriens. C'est génial parce que c'est peut-être le truc que je reproche le plus dans les histoires des Siluriens et des Sea Devils, c'est quand il y a qu'un des deux groupes et qui mentionne pas du tout l'autre. Genre dans Legend of the Sea Devil quand ils veulent noyer la Terre en oubliant que les Siluriens sont quand même leurs alliés. Là c'est au moins mentionné, même si quand même du coup les Sea Devils dans leurs négociations veulent prendre tous les océans et laisser la Terre aux humains, sachant très bien qu'à un moment les Siluriens vont se réveiller et vont vouloir reprendre la Terre aux humains. Ça ils le mentionnent pas quoi les Sea Devils. J'aime aussi beaucoup qu'on en apprend un peu plus sur leur mode de vie, surtout dans l'épisode où ils sont sous l'eau. Par contre il n'y a pas vraiment de mention du fait qu'ils se sont réveillés de l'hibernation, ni même de mention en fait de technologie tout court, alors que les Sea Devils sont censés être vraiment très avancés technologiquement parlant. Donc possible que en fait ça fait un moment que ce groupe de Sea Devils soit réveillé, mais ils sont restés secrets, peut-être de peur que l'humanité leur fasse du mal, surtout s'ils ont vu ce qui s'est passé aux autres groupes qui se sont réveillés, mais au bout d'un moment la pollution c'était de trop et donc ils ont dû se révéler. Et puis bon à la fin 90% sont morts, et là on sait pas trop ce que ça signifie. Est-ce que c'est 90% de leur colonie ou est-ce que c'est 90% de tous les Sea Devils de la planète? Perso je pense que c'est leur colonie mais que ça représentait pratiquement tous les Sea Devils de la planète, pour plusieurs raisons. Déjà ça expliquerait pourquoi en 2084 les Siluriens vont réveiller une colonie Sea Devil et ils sont tous en vie, mais aussi ça expliquerait pourquoi il y a moins d'histoires de Sea Devil dans Doctor Who, surtout dans le futur, parce qu'en fait en 2025 une grosse partie de leur peuple a été anéantie. Et puis à la fin ils envoient un SOS quand même au moment du virus. Alors à qui était destiné ce SOS? Je pense potentiellement à d'autres groupes Sea Devil, mais je pense aussi forcément aux Siluriens, puisqu'on sait à quel point ces deux peuples étaient proches. Je pense que ça serait une bonne idée de faire un prochain spin-off ou un épisode de Doctor Who où des Siluriens se réveillent après avoir capté le signal SOS des Sea Devil et du coup veulent venger les Sea Devil en attaquant les humains. Parlons maintenant du plus gros sujet de la vidéo, tout simplement le plus important de cette série et ce qu'il y a le plus dans cette série, la guerre. Déjà la série commence par des pêcheurs qui pêchent un Sea Devil et qui le tuent instantanément. Voilà, ça annonce la couleur. On a dans cette première scène toute la série résumée. Mais sinon à part ça, on a dans cette série tout ce qu'il y a de bien dans les autres histoires de Sea Devil et de Silurians. J'aime énormément la tension extrême qu'il y a durant les négociations. Il y a vraiment ce truc de il faut faire gaffe à ce qu'on dit, et en même temps quoi qu'on dise à chaque fois, Salt et puis après Tide, ils ont des contre-arguments et même des choses qui nous enfoncent vraiment. Sinon on ne peut pas parler de guerre et de négociation sans parler de Unit, qui est un élément vraiment très important dans cette série, puisque de toute façon, en l'absence du docteur dans Doctor Who, c'est Unit qui prend le relais. Déjà comme je l'ai dit, on a Shirley et Ibrahim qui reviennent des précédentes saisons. Par contre c'est vrai qu'il n'y a pas Mel, Rose, Ruby et tout ça, qui pourtant travaillent à Unit. Et même si on y réfléchit plus, Tegan, on a vu dans The Power of the Doctor qu'elle travaille à Unit, donc je vois pas pourquoi elle n'y travaillerait plus maintenant. Et Tegan a déjà rencontré les Sea Devil, donc ça aurait été intéressant de la voir. Ça aurait pu être une bonne experte. Et comme je l'ai déjà dit, évidemment, Unit est un peu limite quand il fout toute la vie privée de Barclay et qui kidnappe sa famille. Donc ça, c'est pas ok de la part de Unit. Par contre, il y a un autre côté de Unit qui dépasse les bornes, et ça, c'est plus ok. C'est par exemple quand Kate ordonne de viser les militaires au lieu de viser Salt. Voilà, ce moment est masterclass. Ou encore, du coup, quand ils envoient Accord sans l'accord justement du gouvernement. Parlons maintenant des méchants. Donc les méchants, c'est comme ça que je les appelle parce que ils ont pas vraiment de nom, hein, mais c'est le groupe humain qui veut la guerre. Donc on a dedans le premier ministre britannique. Encore une fois, les premiers ministres dans Doctor Who, c'est forcément pas des bonnes personnes. Mais là dans le groupe, on a aussi un militaire. Alors je crois qu'il est américain, mais en même temps il contrôle les troupes britanniques, donc c'est un peu compliqué.
compliqué, mais je pense qu'il est censé représenter l'impérialisme américain. On a un CEO de grandes entreprises qui déverse des saletés dans l'océan, et une générale française, Cocorico. Évidemment, comme d'hab, c'est eux qui bloquent tout en fait. Les puissants qui ne pensent qu'à eux-mêmes et pas du tout au peuple. Ils préfèrent continuer à déverser des saletés dans l'océan plutôt que de partager la Terre avec d'autres espèces. Et tout ce problème de géopolitique terrienne est renforcé durant les négociations, quand Barclay doit lire un script, parce que s'il dit un mot qui n'est pas prévu dans le script, ça pourrait avoir des répercussions au niveau des gouvernements. Sauf que à chaque fois, Barclay dévie. Et ça tombe bien parce que c'est ce que Salt veut. Elle veut pas parler avec les politiciens, elle veut parler avec les humains. Et donc quand même à la fin, Kate aussi dévie et n'écoute plus le brief, c'est génial. Le projet Sévrance, c'est terrible. C'est vraiment une arme bactériologique, un virus du coup. Donc juste l'idée déjà, c'est terrible, mais en plus la manière dont ils l'ont obtenu, parce qu'on rappelle, peut-être que vous l'avez oublié parce que c'est dans le tout premier épisode, et c'est une toute petite scène au moment où on connaît pas du tout l'ampleur que ça aura, ils ont pu créer le virus à partir de morceaux d'ADN des œufs de Salt, et ils ont pu se procurer cet ADN parce qu'un jeune qui travaillait sur les œufs les a volés pour eux. Et pourquoi il a fait ça? Tout simplement pour avoir les papiers britanniques. Donc ils se sont servis d'un jeune qui voulait les papiers pour pouvoir créer une arme bactériologique contre les Sea Devils. Et en plus, quand il donne les papiers, le jeune il est en mode et ma mère, sous-entendant qu'il avait négocié pour lui et sa mère et qu'ils en ont rien à faire. Ils n'ont donné que pour lui. Et puis enfin, dernier truc à propos des méchants, tout simplement le fait que celui là du groupe des 4 qui est CEO des entreprises, qui est aussi le plus gros donateur du Premier ministre, et aussi un des plus gros donateurs de l'Institut Las Clementi. Qu'est-ce que l'Institut Las Clementi? C'est la première fois qu'on en entend parler à ma connaissance. Un institut tout simplement d'extrême droite, qui ont probablement un lien avec le parti d'Albion dont on a déjà entendu parler plein de fois dans Doctor Who et qui revient dans cette série, qui est littéralement le parti d'extrême droite de l'univers de Doctor Who. Évidemment pour eux c'est une aubaine, ils ont un nouvel ennemi à détester et sur qui rejeter toutes les fautes. Et c'est aussi Las Clementi qui a financé la bombe qui a explosé sous l'eau. Donc voilà, après ça, venez pas me dire que Doctor Who n'est pas politique. Au contraire, c'est pour ça qu'on l'aime. Et puis maintenant, pour en finir sur cette partie-là, sur la guerre et tout ça, j'ai beaucoup aimé le côté Roméo et Juliette de Barclay et Salt. Un amour interdit entre deux espèces différentes qui sont en guerre. Les deux trahissent leur peuple à un moment donné. Ils sont en exil tous les deux ensemble. Ça ira presque jusqu'à la mort, mais heureusement, contrairement à Roméo et Juliette, ça finit bien. Pour eux, je précise. Et du coup, le fait qu'il y ait cette histoire d'amour dans cette histoire plus vaste, qui n'est pas du tout propice à une histoire d'amour, c'est empiré par le fait que c'est dû à cet amour que le virus a pu se transmettre, puisqu'ils ont d'abord transmis le virus à Barclay, sans qu'il le sache, et qu'il a transmis à Salt, qu'il a elle-même transmise à son peuple. On arrive sur la fin de ce bilan, mais il y a quand même 2-3 autres sujets dont j'aimerais parler, des sujets beaucoup plus courts. Donc déjà, la pollution. La pollution est beaucoup abordée, surtout dans les 2 premiers épisodes, et surtout dans Plastic Apocalypse, à vrai dire. J'ai beaucoup aimé le discours de Barclay sur le fait que oui, les humains ont fait énormément d'erreurs, et c'est pas comme s'ils le savaient pas, puisque la jeunesse n'arrête pas de leur dire, mais ils n'écoutent pas la jeunesse. Ça c'est génial, parce que du coup ça corrobore carrément notre vrai monde actuel, où il y a clairement des problèmes climatiques, et où les gouvernements n'écoutent pas la jeunesse. Mais la série parle aussi de colonisation, évidemment avec un sujet pareil. Alors au début j'avais noté que ça parlait pas directement de colonisation dans le sens où les humains ne voulaient pas coloniser les terres, enfin la mer du coup, Sea Devil, enfin pas plus que ce qu'on a déjà fait quoi, sauf qu'en fait en revoyant les épisodes pour le bilan, je me suis rendu compte que si à un moment ils le disent clairement, vers le début c'est le groupe des méchants qui dit ça, ils sont en mode ouais si on les tue peut-être qu'on pourra prendre leur technologie et tout leur savoir et tout ça quoi. Donc si en fait il y a carrément la colonisation dedans directement, et puis de toute façon le destin des Sea Devil est carrément celui des natifs américains, avec le virus qui tue la plupart de la population, et pour le survivant ils vivront dans une réserve. Et oui parce que c'est la tradition avec les histoires de Sea Devil et de Siluriens, la fin est plutôt pessimiste. Mis à part la toute fin avec Heroes et tout ça qui est plutôt optimiste sur les deux, la fin globale est carrément pessimiste. Les humains ont gagné la guerre mais à quel prix? Et surtout on voit que ce soit Unit ou le docteur s'il avait été là, n'aurait rien pu faire pour empêcher ça. Même eux sont impuissants. Allez maintenant dernière partie de la vidéo, le futur. Déjà parlons de ce que ce spin-off implique dans le Whouniverse. Pour moi j'en ai pas mal parlé dans mes reviews, le docteur sait. Et s'il n'est pas là c'est complètement par choix. Pour moi ce qui s'est passé dans ce spin-off c'est un point fixe dans le temps qu'il ne pouvait pas changer. Et donc il n'est pas venu. Et c'est pour ça que j'aurais bien aimé qu'il soit là en scène post-générique, au moment où Kate laisse Barclay aller dans l'eau. Je l'ai déjà dit dans ma review mais j'aurais trop aimé qu'elle se retourne et qu'il y ait le TARDIS avec le docteur, probablement une Chutigatois, où il la regarde avec son air sérieux là de docteur, en mode je sais ce qui s'est passé mais je pouvais pas être là. Sinon comme je l'ai dit, j'aime beaucoup comment le docteur est mentionné durant cette série. Déjà par Barclay et cette légende autour du docteur chez Unit, mais aussi par Kate, elle le mentionne plusieurs fois dans la série. Une première fois quand elle dit qu'elle a déjà vu des gens normaux faire des choses extraordinaires, mais que bien souvent ils étaient accompagnés du docteur. Une deuxième fois quand Barclay ne suit pas le brief et s'adresse à Salt comme il le sent, elle dit c'est comme travailler avec le docteur. Et une troisième fois à la fin quand tout est fini et qu'elle parle avec Shirley et où les deux sont en mode pourquoi il est jamais là quand il faut, et que Kate dit que le docteur lui aurait dit un jour qu'il était là pour aider l'humanité, pas la façonner. Une autre raison de pourquoi il était pas là selon moi. Sinon au niveau des répercussions que ça aura sur la suite du Whouniverse, comme je l'ai dit, pour moi ça explique pourquoi il y a moins d'histoires de Sea Devil surtout dans le futur. Ça peut aussi expliquer l'épisode du 5e docteur qui se passe en 2084
4 où un groupe de guerriers Sea Devil est réveillé par des Siluriens et les Siluriens veulent tout simplement anéantir la Terre en faisant s'entretuer les humains parce qu'ils sont en guerre froide à ce moment-là. Peut-être qu'ils veulent se venger de ce qui s'est passé en 2025. Et puis surtout au niveau de la continuité, du coup là les humains ont tué les Sea Devil avec un virus. Et bien dans le tout premier épisode des Siluriens, les Siluriens avaient fait pareil. Ils avaient donné un virus aux humains qui avait commencé à tuer beaucoup de gens, mais le docteur a trouvé un remède. Et enfin, au niveau des spin-offs, bah clairement avec la fin du deal avec Disney+, je pense qu'on n'aura pas vraiment de gros spin-offs avant longtemps, je pense. À voir, peut-être qu'il y aura un autre deal qui permettra d'en avoir d'autres, mais pour l'instant en tout cas de ce qu'on sait, c'est pas sûr. Par contre, il y a déjà un spin-off qui est en préparation, qui sortira probablement malheureusement pas en dehors du Royaume-Uni. C'est un spin-off CBeebies, donc c'est la chaîne BBC pour les enfants, de 52 épisodes de 11 minutes, donc ce sera clairement pour les enfants, voire pour les bébés, mais je suis quand même trop hype, et surtout c'est une super idée pour avoir de nouveaux fans de Doctor Who. Bref, voilà, c'est tout pour cette vidéo bilan du coup de The War Between the Land and the Sea. J'ai adoré cette série, et j'adorerais voir de nouveaux spin-offs, parce que ça permet d'explorer des tons et des thèmes pas forcément abordables dans Doctor Who. Mon rêve ce serait vraiment un spin-off sur Unit qui leur permettrait de faire tellement de choses différentes, avec tellement d'ennemis différents, mais bon, je sais pas pourquoi ils veulent pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la série. Vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter, tout ça, ça aide beaucoup la chaîne, merci. Je rappelle qu'aux 1000 abonnés, il y aura une vidéo spéciale sur la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!